L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau mardi de la santé UNIM proposé par Clinique Médico-Sport en partenariat donc avec l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors nous nous trouvons comme tous les 15 jours dans les studios de CMS où nous recevons des spécialistes pour aborder les phénomènes socio-économique du monde de la physiothérapie qui bouscule les théories acquises, le statut des cabinets et qui projette ses acteurs dans l'avenir. Alors, il y a exactement un mois, nous nous sommes intéressés à l'avenir de la rééducation à distance. Et ce soir, nous sommes dans la suite logique puisque nous allons parler de la digitalisation de la santé qui en est un des corollaires puisque la rééducation à distance passe incontournablement par la digitalisation, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions auxquelles nous répondrons bien évidemment avec vous. Alors effectivement, le contexte c'est que la mutation digitale de nos environnements et modes de vie impacte de manière croissante et incontournable notre approche de la santé et du bien-être entre les applications dédiées, les objets connectés et j'en passe. Alors la télémédecine prend une part croissante et accélère le développement des procédures de prise en charge à domicile et notamment via la digitalisation, difficile à prononcer. Il ne s'agit donc pas là d'être pour ou contre la digitalisation ou la prise en charge à distance, puisqu'il s'agit d'une évolution réelle et accélérée ces derniers temps par la crise du Covid qui a fait rentrer dans notre langage commun les termes de présentiel et distanciel qui n'étaient pas du tout usités par le passé et qui sont complètement classiques aujourd'hui. Alors l'idée sur ce plateau est plus de se poser les vraies questions pour dégager les bonnes pratiques. Est-ce que c'est une évolution pertinente ? Quels sont les bénéfices et les inconvénients pour les équipes médicales d'un côté, pour les patients de l'autre ? Et donc, nous ferons un point objectif sur tous ces outils, leurs bénéfices, leurs avantages et leurs limites. L'objectif de ce plateau est bien entendu de donner aux professionnels de santé des clés pour tirer parti du phénomène de la digitalisation, tout en assurant la protection de leurs patients. Alors, pour alimenter notre débat, à mes côtés, je vous présente donc nos invités au nombre de 3, dont un qui nous rejoint à distance, donc voilà, en distanciel, donc mon exercice nature. Donc, à ma droite, Manuel Reinhardt. Donc, vous êtes Science and Research Manager chez Gaytop, qui est une start-up suisse, et vous nous parlerez de la puissance des algorithmes et de la solution digitale qui est proposée. Et nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau un athlète olympique, double athlète olympique, puisque vous avez participé au JO d'été à Pékin en 2008 en 4 x 100 mètres, et également pas classique, au JO d'hiver à Sochi en 2014 en bobsleigh. N'est-ce pas ? Donc nous reviendrons un petit peu sur les différents détails de votre parcours et ce qui vous a amené jusqu'à Gaytop, ce qui n'était pas forcément écrit dans le parcours. À ma gauche, Aurélie Guillemin, donc vous êtes kinésithérapeute à Montbrison. Tout à fait. Et vous nous parlerez surtout, de la problématique de la digitalisation. Avec vous, on va remettre les pieds sur terre. Voilà, et les problèmes de la ruralité. Je pense que beaucoup de confrères vont se reconnaître avec votre témoignage. Donc, merci à tous les deux d'être sur le plateau. Et merci à Pierre-Yves Carlier de nous rejoindre à distance. Donc, vous êtes kinésithérapeute à l'IFMK NF et directeur scientifique chez Axomove, qui est également une start-up lilloise créée en 2017. Alors, on revient bien sur la création, mais que vous avez créée avec un patient ancien handballeur professionnel et ingénieur.
Et ça, vous aurez les détails, c'est toujours assez croustillant de connaître les origines. Et donc, avec nos 3 intervenants, nous ferons un état des lieux sur la santé digitale et les supports disponibles. Nous ferons un bilan des atouts et des inconvénients et dégagerons les bonnes pratiques à retenir. Ce sera donc nos 3 axes de ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre avec nos intervenants à toutes les questions que vous posez, nous accueillons sur ce plateau Aude Penel, qui représente notre partenaire l'UNIM sur le plateau. Bonsoir Aude. Bonsoir Nathalie. Alors, pour les gens qui par hasard ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM? Pouvez-vous nous présenter en quelques mots son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé? Tout à fait. Alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a une quarantaine d'années en fait, avec un double objectif, celui de défendre les intérêts de la profession, enfin des professions de santé et de celles des kinés, mais également d'aller négocier les meilleurs contrats d'assurance privée à titre et professionnel. C'est pour ça que nous sommes également partenaires d'émissions informatives comme c'est Mardi de la santé. Alors, cette association, elle a négocié des contrats qui vont de la prévoyance en passant par la santé individuelle, l'assurance emprunteur ou également ce qu'on appelle la couverture de l'exercice en groupe. Et on s'est appuyé sur un partenaire de confiance, un assureur de renom, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit d'Allianz, qui est le premier assureur européen aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que l'on peut prendre un petit cas pratique pour mieux comprendre, s'il vous plaît? Oui, alors quand quelqu'un va décider de devenir adhérent à l'association, il va bénéficier immédiatement d'un panel de services en tant qu'adhérent qui vont passer du prêt de véhicule j'ai envie de dire, à une protection juridique, vie privée, vie professionnelle, garde d'enfants en cas de maladie, école à domicile. Voilà, un panel de services vraiment qu'on a pensé pour les professionnels de santé, mais il va bénéficier également de l'accès à un certain nombre d'offres, comme une offre prévoyance. Et une prévoyance, tout simplement, c'est le contrat, j'ai envie de dire quasi obligatoire, que doivent souscrire les kinésithérapeutes en complément de la Carpinco pour maintenir leurs revenus quand ils sont en arrêt de travail, pour maintenir leurs revenus quand ils sont en invalidité partielle. C'est souvent quelque chose qui est oublié. Or, la perte de revenus peut être consécutive, il va intervenir dès une perte d'invalidité partielle. L'invalidité totale, bien évidemment, je ne suis plus en capacité d'exercer ma profession, mais également dans des cas plus graves, qu'on ne souhaite à personne, bien évidemment, comme le décès, où on va venir, en effet, pouvoir permettre à la famille survivante de pouvoir maintenir son niveau de vie, de pouvoir financer des études ou tout simplement permettre à des associés de racheter les parts de l'associé disparu. Donc voilà à quoi on sert. On a donc un rôle important aujourd'hui dans l'écosystème des professionnels de santé d'une manière générale, puisque j'ai envie de dire, on couvre sa voiture, on couvre sa maison, ça paraît naturel, c'est même obligatoire. Par contre, se couvrir soi-même, c'est souvent quelque chose qui est assez oublié, et notamment dans quelque chose auquel on va peut-être penser au début d'activité, mais qu'on ne va pas forcément remettre à jour pendant toute sa vie professionnelle. Or, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher au moins une fois par an pour être sûr d'être toujours en adéquation. Et puis, notamment... alors, je fais un peu de teasing déjà, par rapport notamment à des changements de loi. On a annoncé l'année dernière, et ça fait un certain nombre de plateaux qu'on en reparle, de la fameuse modification de la loi de finances de la sécurité sociale qui a eu un impact direct sur votre prévoyance. Or, là, les mois prochains, ça s'annonce aussi une nouvelle réforme qui est la loi Lemoine, dont on n'a pas encore le décret d'application, donc on ne va pas pouvoir encore vous en parler tout de suite, mais qui vont changer la donne au niveau de l'assurance emprunteur, et notamment de vos emprunts à titre privé ou professionnel. Donc c'est vraiment important de voir l'association et les correspondants locaux de manière régulière, voilà, pour être bien informés. Que l'on ne souhaite à personne, mais il faut anticiper. Et donc, pour être encore plus clair sur ces questions, c'est la raison pour laquelle vous proposez donc un atelier en fin d'émission dont vous venez de nous vendre l'intérêt. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour participer à l'atelier que nous propose l'UNIM. C'est ça, 10 minutes d'échange sur là, justement les contours de la réforme de la loi de finances et en quoi ça vous a impacté et qu'est-ce qu'il faut faire justement à l'heure d'aujourd'hui pour rester à jour sur ces contrats. Voilà. Merci beaucoup Aude. Donc je vous propose d'ouvrir donc ce débat en faisant un petit état des lieux sur la santé digitale et les supports disponibles. On ne va peut-être pas être exhaustif, mais en tout cas on a des bons représentants du sujet sur ce plateau. Est-ce que la digitalisation est une évolution
nécessaires pour la survie de notre système de santé. Et donc, il va s'agir dans cette partie de faire, je l'ai dit, un panorama de la digitalisation dans le système de la santé et d'évoquer aussi l'ouverture de la consultation pour les kinésithérapeutes depuis 2020. Oui, Donc, c'est ça. Donc, dans quel cas patient, comment cela se met-il en place? Est-ce fait pour tous? Parce que a priori, ça peut quand même paraître un petit peu un contresens de passer en virtuel alors que l'essence même du métier de kiné est le toucher. On va en débattre, on voit qu'on va avoir de quoi alimenter. Je vais commencer avec vous, Pierre-Yves Carlier. Donc, on rappelle, vous êtes kinésithérapeute et directeur scientifique d'Axomove. Alors, avant de parler plus en détail d'Axomove, la digitalisation dans le domaine de la santé est-elle, selon vous, une évolution nécessaire et pourquoi? Une évolution nécessaire, je pense. Je pense qu'en fait, dans tous les domaines, on va suivre un petit peu tous les mouvements de la société et le digital en fait partie. Donc, je pense que ce serait une erreur de ne pas partir là-dedans et de rester en fait sur ce qui était fait avant. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire en tant que kiné avec cette digitalisation. Donc oui, je pense qu'il faut suivre le mouvement global de tout le reste de la société, pas faire n'importe quoi, pas vendre ça absolument pour faire du digital, mais je pense qu'on a pas mal de choses à apporter aux gens via le digital en plus du présentiel. Mais c'est-à-dire, l'intérêt majeur, c'est quoi? C'est de faire un suivi entre deux séances en présentiel, c'est complètement basculer en digital. Quelle est votre vision là-dessus? Alors là-dessus, je pense pas du tout qu'il y a un intérêt à passer en full digital, sauf peut-être quelques rares cas. Mais oui, je pense que l'intérêt principal, ça va être de pouvoir espacer certaines séances. Le but, en tout cas comme ça que moi je le conçois, c'est de pouvoir autonomiser au maximum le patient. Autonomiser, ça ne veut pas dire le laisser tout seul dans la nature faire n'importe quoi, c'est justement de pouvoir lui donner les clés finalement pour pouvoir avoir des choses à faire pour sa propre santé. On sait maintenant que le fait d'être plus autonome, ça améliore grandement la qualité et la vitesse de rééducation. Donc je pense que ça, la digitalisation, ça peut servir. Hein. Là-dessus, on n'a jamais son kiné tout le temps avec soi pour pouvoir se demander ce qu'il faut faire. Par contre, tout le monde a son portable, quasiment tout le monde a son portable avec soi. Donc ça peut servir. Une autre manière, je pense que ça va faire partie du débat, c'est dans les déserts médicaux où les gens ont déjà parfois besoin de faire une demi-heure de voiture pour pouvoir accéder à un professionnel, que ce soit un kiné qui soit spécialisé dans un domaine ou puisque c'est mon job, mais aussi dans plein d'autres professions. Là, je pense qu'on peut justement se voir une fois, faire un bon bilan, voir exactement ce qu'il faut faire, commencer à prescrire les exercices, c'est-à-dire voir un peu ce qui peut être fait, changer les habitudes de vie, et puis checker finalement en vidéo, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut adapter, et puis se revoir une prochaine fois. Ça peut éviter aux gens de faire énormément de déplacements pour pouvoir être suivis. Donc là, je vois il y a deux cas pratiques là-dessus qui peuvent être intéressants. Il y en a pas mal d'autres aussi, on pourra donner des exemples avec plaisir. Merci beaucoup. Alors nous sommes dans un cas pratique direct des limites de la digitalisation, puisqu'on vous entend très bien. Par contre, votre image est plutôt figée. Alors je ne veux pas faire l'anti-publicité de la vidéo, mais si la vidéo se passe comme ça, du coup, on va avoir quelques limites. Du coup, ça me permet de me tourner vers vous, Aurélie. Vous êtes donc à Montbrison. Alors on voit que vous n'êtes pas une ancienne kinésithérapeute vieillissante sur le tard. On peut donner votre âge, vous avez 35 ans. À titre personnel, vous n'êtes pas non plus réfractaire aux technologies, vous avez une montre connectée. Voilà. D'accord avec monsieur, j'ai mon téléphone tout le temps avec moi où je mets le plus de choses possibles dessus. Mais par contre, on voit les limites justement de la ruralité et de la connexion 4G, de la fibre, où on a des zones encore blanches. Et voilà, mon collègue qui vient de disparaître. Et ça arrive régulièrement. Voilà. Donc la réalité de terrain, c'est-à-dire pour qu'on soit très clair, vous n'êtes pas du tout une anti-digital et réfractaire parce que votre travail c'est vos mains, mais c'est alors il y a quand même plusieurs blocages pour vous. Je pense aussi que le kiné a besoin d'être là et de montrer le mouvement par lui-même et de toucher les gens au moment où on montre le mouvement. Mais là où je rejoins mon collègue, c'est qu'effectivement, par la suite, quand ils sur une tranche de population avec des jeunes
qui ont l'habitude de leur corps, qui sont capables de comprendre ce qu'on leur demande, oui, il y a un intérêt. Après, ça se limite aussi avec la population. On est quand même avec une population qui est vieillissante. Et où là, par contre, non, on peut pas. Le simple fait de leur demander de se connecter à Internet, ça devient compliqué. Alors, population vieillissante, mais du coup, les vieux d'aujourd'hui ne seront pas les vieux de demain. C'est-à-dire que les vieux de demain, ça sera les jeunes d'aujourd'hui qui sont connectés. Donc, peut-être qu'on aura aussi une évolution. D'ici, oui, peut-être une dizaine, quinzaine d'années, pourquoi pas. Mais actuellement, ça devient compliqué. Ouais, parce que même moi, je vois dans mes patients, même des quarantenaires ou des cinquantenaires qui sont une population jeune, oui. C'est compliqué de mettre en ligne. Moi, je fais des tests antigéniques et le simple fait de leur envoyer l'attestation par SMS et leur demander d'ouvrir un lien, ça bloque. Effectivement, là par contre, on vient un peu de loin. Alors, ce qui serait curieux, je pense qu'il y a un certain nombre de confrères qui se reconnaissent dans ce que vous dites. Alors après, on ne connaît pas les statistiques et la réalité, mais je pense que Montbrison, on ne va pas stigmatiser Montbrison non plus, hein, c'est pas l'idée. Et je pense que beaucoup se retrouvent un petit peu là-dedans. Pierre-Yves, pourquoi et comment est né AxoMove et que propose aujourd'hui la start-up donc, après 5 ans d'existence, puisque je crois que vous venez de fêter vos 5 ans, si je ne m'abuse. Exactement, on a fêté ça le week-end dernier. Alors d'abord, désolé pour la vidéo, c'est les joies du direct, parce que je fais mes téléconsultations. C'est embêtant ça quand même. Ici, et j'ai jamais eu de problème. Pour revenir juste une seconde sur ce qui a été dit juste avant, je suis assez d'accord avec ça. On a parfois des patients âgés qui sont hyper connectés, juste avoir une tablette pour appeler les petits-enfants avec qui ça marche bien, et même des plus jeunes avec qui la technologie ne marche pas du tout. Mais donc, je vais répondre à la question comment est né AxoMove. Et ben, c'est né d'un besoin finalement entre un patient que j'avais, Boris Lévesque, qui est ancien handballeur professionnel, qui était surtout blessé professionnel, et que j'ai eu en toute fin de carrière. Donc, je lui donnais pas mal de choses à faire chez les athlètes. Je pense qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui ne pourra pas me contredire là-dessus. Les sportifs, en général, ont vraiment besoin que ça aille le plus vite possible. Et pour ça, il ne faut pas qu'ils se contentent d'une ou 2 ou 3 séances de kiné dans la semaine. Il faut faire un petit peu tous les jours, voire 2-3 fois par jour. Et donc, Boris m'a dit il serait bien d'avoir un vrai support avec des vidéos plutôt, quelque chose dont je peux me souvenir ou que je ne peux pas perdre, etc. Je lui ai dit que j'avais déjà cherché, je n'avais rien trouvé de très intéressant. Il m'a dit on n'a qu'à le faire, puisqu'en plus d'être sportif pro, il était ingénieur produit. Et c'est comme ça que ça a commencé finalement vraiment d'un besoin d'un patient et d'un kiné de pouvoir avoir un vrai support pour donner des choses à faire à la maison. Et donc, on a évolué de cette base-là. On a maintenant un peu plus de 1000 vidéos, bientôt 1500 dans la bibliothèque. On travaille avec des kinés libéraux, avec des centres de rééducation, avec des hôpitaux, parce que finalement, ce besoin-là, il est un peu universel. Merci beaucoup. Alors, certains s'intéressent à l'histoire des chansons. Moi, je vais m'intéresser à l'histoire des startups, puisque celle de GateUp. Et donc, merci pour le témoignage sur la naissance d'AxoMove, créé avec son patient. C'est quand même une belle aventure. Et GateUp, alors vous, rien ne vous prédestinait à GateUp. On a dit, donc, vous êtes double athlète olympique. Et donc, après le sport, vous aviez décidé de couper les liens. Vous avez même fait un passage par la banque, aussi surprenant cela puisse-t-il paraître. Et finalement, on est revenu vous chercher pour venir développer GateUp. Alors, je vais vous laisser expliquer bien mieux que moi en quoi consiste la solution digitale proposée par GateUp. Donc, merci de nous présenter un petit peu votre parcours et comment vous avez atterri chez GateUp et ce que fait GateUp. Alors, je vais commencer par ce que fait GateUp. GateUp, l'embryon de l'entreprise est né en 2000. Donc, il y a plus de 22 ans. Dans les laboratoires de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Le PFL. Le PFL. Et l'idée, le concept du professeur Amignan à l'époque, c'était de mesurer le mouvement humain à l'aide de petits capteurs, on appelle des capteurs inertiels, c'est des accéléromètres et des gyroscopes. Mesurer le mouvement humain avec ces objets qui n'étaient pas connectés à l'époque. Alors à l'époque, c'est complètement exotique. Et aujourd'hui, on voit que ces technologies nous entourent. On en a même dans nos téléphones. On a plus de 15 milliards dans le monde. C'est une technologie qui est commune, maîtrisée. La production est maîtrisée, la distribution, c'est un autre problème, mais qui comporte aussi des biais. Donc, GateUp, aujourd'hui, va proposer une solution d'analyse du mouvement humain
Dans un premier temps, pour compléter le portefeuille de MindMaze, qui est une scale-up, une autre échelle, très prometteuse dans les neurosciences. D'accord. Donc on va Et qui dispose d'un portefeuille en fait de Exactement. solutions, ils ont un- dont maintenant GateUp. c'est ça, C'est ça. tout à fait. Depuis 2017, D'accord. ils ont un plateau technique Mhm. qu'ils vont proposer pour soigner les sujets ayant subi un AVC, entre autres, Mhm. essentiellement. D'accord. Donc, GateUp va apporter cette brique technique à MindMaze. Au-delà de ça, le rayonnement de GateUp va être beaucoup plus large dans l'analyse du mouvement humain, parce que, comme je viens de le dire, l'univers de l'analyse est beaucoup plus étoffé. Donc, on parle de la santé, on parle de la recherche, de l'industrie et du sport. Alors, les technologies des capteurs, on va dire que c'est plutôt pas trop mal maîtrisé. Par contre, derrière, il y a les algorithmes. Et vous me disiez, en fait, on a quand même une foultitude de choses qui mesurent pas forcément. Il y a plein de biais dans les mesures. Est-ce qu'on peut déjà un petit peu les évoquer? Oui, alors il y a des biais techniques, parce que, comme je disais, la production des centrales inertielles qu'on trouve partout, elle est maîtrisée. Mais la technologie, il est un petit peu moins, parce il existe des biais techniques. Sans rentrer pour vulgariser, hein, il y a des questions de bruit, des questions de calibration, des questions de dérive aussi. Et tous ces biais ne sont pas maîtrisés. Et le pari de GateUp, c'est de maîtriser ces biais, non pas par l'outil technique, mais par les algorithmes. Et filtrer ces biais pour avoir une mesure aussi proche du laboratoire de biomécanique. Alors, ce que je voulais avec vous tous, c'était élargir cet état des lieux aux solutions digitales disponibles. Vous, finalement, alors vous êtes dans les algorithmes, donc vous vous cachez derrière pas mal de solutions digitales. Est-ce que je peux vous demander à chacun de faire un petit peu d'élargir du coup, c'est-à-dire sur les solutions dont on dispose aujourd'hui. Demander à notre ami Voilà. Pierre-Yves de nous faire une petite review de ces solutions disponibles. Alors, il y a pas mal de choses, je pense, qui existent. Je peux vous parler de ce qui moi, m'intéresse le plus tout autour de ce qu'on fait. Pas forcément ce qu'on fait, d'ailleurs, mais vraiment ce qu'il y a autour. Donc, on peut effectivement faire ce qu'on fait, prescrire du mouvement, mais je pense qu'il est très intéressant aussi, c'est d'avoir des retours de ce qui se passe. Alors, on peut avoir une technologie très avancée comme ce qui vient nous être présenté. On peut avoir juste des retours oraux ou par des échelles de feedback de patients, savoir comment ils vont, leur qualité de sommeil, leur niveau de stress, etc. On peut avoir des retours sur des échelles qui sont validées scientifiquement, ce qui nous permet d'avoir vraiment un peu un état des lieux de comment est le patient vraiment à distance, cette fois-ci, sans le voir. On peut avoir des outils qui permettent de mesurer des amplitudes articulaires, des échelles de fonction. Je pense qu'on a et tout ça pour l'instant sans autre matériel. Après, on peut avoir des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Je sais qu'il y a des choses qui existent pour pas mal d'autres pathologies, pour des glaucomes, pour des évolutions de cancer. On a énormément de choses qui gravitent dans le milieu de la santé, qui permettent d'avoir finalement des indicateurs sur l'état de santé du patient sans qu'il ait à venir à l'hôpital ou voir son médecin tous les jours. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui peut éviter un engorgement inutile de certains centres médicaux. Merci. Manuel, vous avez justement je vous ai vu acquiescer de la tête. Est-ce que vous souhaitez compléter un petit peu là-dessus et justement sur tous ces capteurs et algorithmes qu'il y a derrière, à quoi vous participez, vous, à travers GateUp? Alors, étant uniquement spécialisé dans l'analyse du mouvement humain, je ne me permettrai pas de déborder, mais effectivement, parmi le portefeuille de technologies existantes, il y a aussi, on peut compter la prise de température interne du corps et externe du corps avec des capteurs. Voilà, sans vouloir trop étoffer des solutions techniques, il en existe un paquet. Ce qui peut poser problème, parce qu'effectivement, la question de la donnée, c'est savoir au final qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et c'est là le cœur, pour revenir sur ce qui est capable de faire GateUp. Que faire de la donnée, sachant qu'aujourd'hui, il n'existe pas de normes. Et pour construire des normes, il faut qu'on ait des outils qui aient pu être comparés à un moment ou à un autre avec des outils de laboratoire. Aujourd'hui, les outils de laboratoire servent beaucoup à comparer la précision des capteurs. Et à partir de là, les équipes de recherche peuvent commencer à travailler sur des pathologies.
précises. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer parmi les exemples auxquels vous avez contribué? Alors, vous allez avoir notamment pour GitHub, c'est très bien mesurer la marche. Donc ça intéresse les kinés pour le coup. Voilà, 23 paramètres spatio-temporels de la marche en conditions écologiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas marcher le sujet sur un tapis de course, ce qui peut être problématique parfois. Vous allez avoir, pour donner des exemples concrets, des marqueurs de type variabilité du temps de contact, amplitude, longueur de foulée. Longueur de foulée, c'est en course, mais en longueur de pas. Le temps, les angles d'attaque. Puis vous allez avoir aussi ce qu'on appelle en anglais la clearance. C'est un sujet de thèse d'ailleurs du fondateur de GitHub. C'est la hauteur du pied. Voilà. Donc tous ces paramètres vont notamment permettre de signaler aux professionnels qu'il peut y avoir un problème neuro. Voilà. Notamment sur les vitesses de marche, la variabilité du temps de contact. Et on est sur une seule pathologie, qui pourrait être Parkinson et Alzheimer, par exemple. D'accord. Merci beaucoup. Juste avant de passer à la partie suivante, j'aurais juste voulu vous entendre, Pierre-Yves, nous expliquer l'origine aussi du nom Axomove, qui m'a beaucoup intéressée, parce que c'est vrai qu'on voit de l'accélération, du mouvement, et en fait, pas du tout. Il y a un petit animal derrière, le petit axolote. Vous nous expliquez un petit peu pourquoi, comment? Exactement, oui, c'est ça la base. Alors, l'Axomove, on va passer sur la deuxième partie qui est peut-être la plus facile à comprendre, c'est move, donc à la fois le mouvement, puisque c'est ce qu'on veut chercher à améliorer, à la fois movie, les vidéos, puisque c'est ce qu'on propose, mais sur la première partie, le axo, c'est donc le diminutif de axolot, qui est un petit amphibien mexicain, qui a la capacité de se régénérer par lui-même, un peu comme les lézards ont la capacité de régénérer leur queue, eux ont la capacité de le faire quasiment pour tout leur corps. Et ensuite, en plus, ils restent jeunes toute leur vie, puisque c'est un animal qui reste au stade larvaire, qui passe normalement pas à l'âge adulte. Donc voilà, c'était un petit peu le petit clin d'œil de la capacité à s'auto-soigner, à être autonome dans sa rééducation, pour rester en pleine santé avec du mouvement et par le mouvement pour le mouvement, et via des petites vidéos. Voilà. Eh bien, merci pour ces petites précisions que je trouvais croustillantes à rapporter pour cette petite page de biologie animale sur ce petit animal. Aurélie, moi, j'ai une question à poser du coup à Pierre-Yves. C'est que du coup, ton logiciel et tes exercices à distance que tu fais avec tes patients, tu le fais quand? Parce que souvent, moi, le problème de la digitalisation et ce qui me pose souci, c'est le temps. C'est-à-dire que justement, nous, on a une liste d'attente énorme et on est coincé après parce qu'on le fait sur notre temps libre, mais du coup, c'est pas un gain de temps pour nous. Mais merci beaucoup Aurélie d'anticiper sur... Parce que non, mais justement, on va parler des points faibles, des inconvénients, des atouts. Donc effectivement, après cet état de l'art des solutions technologiques digitales disponibles pour une rééducation à distance en autonomie ou en semi-autonomie, donc avec les applications et les appareils, on va s'intéresser aux nouvelles compétences qui peuvent être exigées pour les kinés et quelles sont les limites à l'adoption de ces technos. Alors, c'est notre deuxième partie. Quels sont les atouts et les inconvénients au regard des outils digitaux dont nous disposons? Question à tous les trois. Aurélie, vous ouvrez le bal. Mais non, mais c'est parfait. Vous ouvrez le bal. Alors, quels sont les points faibles autocritiques par rapport aux solutions proposées? Et ben voilà, moi, ma question justement à Pierre-Yves, c'était quand est-ce que tu l'instaures dans ta prise en charge? Donc, j'ai compris que tu le faisais un peu plus à distance et pas au tout début. Mais surtout, comment tu l'intègres dans ton emploi du temps, au quotidien? Parce que comme je disais, moi, je le vois avec justement là où je me suis adaptée avec le Covid, je me suis adaptée du coup avec ces tests. En fait, les tests, tu les fais pendant ton temps libre. Donc, ça veut dire aussi du temps de travail en plus. Et du coup, je voulais savoir comment tu t'organisais et comment tu te rémunérais. Éventuellement. Deux bonnes questions. Excellente question, merci. Alors d'abord, comme j'ai la chance d'être à l'origine du projet, clairement j'avais la même problématique. C'est-à-dire que j'avais essayé d'autres solutions et c'était trop long, ça me prenait du temps le soir, des choses comme ça, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc quand on a voulu le créer, la base, c'était de faire le plus simple possible, que ce soit pour les patients, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes âgées, des gens qui ne sont pas familiers avec ça vont avoir du mal, donc
Le but, c'est que pour eux, en 3 clics, ils accèdent leur vidéo. Tu lances la Et puis, pour que ça aille le plus vite possible. Et donc, moi, en général, je le fais alors quand le patient se rhabille, par exemple, ou alors pendant qu'il est en train de faire les exercices que je lui propose, puisque je lui donne, je recherche rapidement, je le trouve, et je lui crée un programme. Le but, c'était vraiment de réussir à faire ça en 5 minutes, grosso modo. Quand on a un peu l'habitude, en 5 minutes, ça se faisait. Et effectivement, de ne pas le faire en dehors de la séance ou pas de prendre 1 heure le soir pour le faire. Donc, quand je fais ça le plus souvent pendant la séance ou quand le patient se rhabille ou vraiment juste après, puisque je le fais en général avec ma tablette ou avec mon téléphone, comme ça je peux le faire vraiment pendant la séance et pas, je ne suis pas derrière mon ordinateur pendant qu'il travaille. Voilà, c'est principalement à ce moment-là. Et puis après, en début de séance suivante, où on discute de comment ça s'est passé depuis la dernière fois, s'il a pu faire les exercices, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui était facile, ce qui était difficile. Et à ce moment-là, je réajuste en direct avec le patient pour la prochaine fois avant de continuer la séance. Donc voilà, je suis complètement d'accord sur cette limite-là du temps. Et la deuxième limite, qui est bien plus importante sur la question que tu as soulevée, c'est sur la rémunération. Parce que effectivement, et c'est une petite aberration, c'est qu'on sait que maintenant que pour être efficace, comme on disait tout à l'heure, il faut que le patient soit le plus autonome possible. Et actuellement, on ne peut pas facturer le fait de créer des programmes d'autorééducation pour les patients. On ne peut facturer que quand le patient est sur place au cabinet. Donc effectivement, ça permet juste peut-être parfois d'espacer les séances et donc de voir plus de patients, puisque on peut, au lieu de les voir 2-3 fois, on peut les voir 1 fois par semaine, des collègues qui les voient 1 fois tous les 2 semaines et qui contrôlent un petit peu plus juste en distanciel. Mais effectivement, ce n'est pas un acte qu'on peut actuellement facturer comme on pourrait facturer un bilan. Donc j'espère qu'un jour, comme on peut faire facturer un bilan, on pourra facturer le fait de créer des programmes d'autorééducation pour les patients. Je pense que ça irait dans le sens de l'histoire. On verra où ça nous amène. Vous avez certainement un certain lobbying aussi à faire auprès des autorités, puisque on prône la digitalisation. Si on veut aller jusqu'au bout de l'idée, c'est bien justement de permettre, et puis on a un rapport en économie de la santé positif vers des patients suivis de façon plus proche pour ne pas perdre entre 2 séances. Mais justement, moi, je pars toujours de mon exemple parce que c'est le seul exemple que j'ai, moi, en digitalisation. C'est justement le site CIDEP qui est intordable. Et justement, les patients qui perdent leur attestation et qui te rappellent sur 2 mois après pour que tu leur retrouves l'attestation, moi, ça me scandalise, par exemple, que tu vois, par exemple, ce temps perdu où tu es obligé de refaire une attestation parce que le patient ne peut pas la retrouver lui-même sur le site. Tu le fais sur ton temps libre, en fait. C'est du bénévolat, presque. Et du coup, c'est ce qui me bloque, moi, un peu aussi avec les exercices. C'est que tu vas les prescrire, OK, parce que tu les montres et tu les expliques. Mais après, ton logiciel, du coup, permet de choisir parmi une liste d'exercices où il faut que tu te mettes en visio et que tu lui montres l'exercice. Non, alors il y a 2 aspects sur AxoMove. On a d'abord la prescription d'exercices. Donc, on a une bibliothèque d'exercices vidéo avec pas mal de filtres et tout ça pour pouvoir les trouver assez facilement. Et à partir de là, on crée un programme, on peut tout paramétrer et ce qu'on paramètre se retrouve sur la vidéo. Donc, on peut demander 27 secondes de gainage et 12 de squats, la vidéo fera ça, on paramètre le temps entre les deux, etc. Ça permet au patient justement de ne pas perdre sa feuille de papier sur laquelle on l'a noté. Il a son compte, il retrouve son mail, il peut retrouver son mot de passe et n'importe où, il peut récupérer son programme. Et après, il y a une autre partie qui est là, le télésoin, donc la visio, où on peut choisir de faire les exercices aux patients en direct. Moi, en général, ce que je fais, c'est plutôt justement d'en profiter pour accentuer le bilan, donc vraiment aller voir ce que le patient ressent, les freins, pourquoi il ne va pas faire ces exercices, qu'est-ce qui le limite à ça, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Peut-être qu'une fois ou deux, il va pouvoir faire l'exercice une fois, je lui montre en partageant mon écran dessus. Mais finalement, c'est vraiment la discussion sur comment l'inciter à plus faire ses exercices, à mieux faire ses exercices seul, en fait. Donc, il y a ces 2 choses. La visio, où on bilan qu'on motive un peu quelque part, on trouve les trous dans la raquette, ce qui l'empêche d'être vraiment autonome. Et après, il y a la solution, le support sur lequel on peut donner les exercices.
Voilà, c'est deux aspects de l'application. Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors comme on est justement dans la partie sur les atouts et les inconvénients au regard des outils digitaux, je voulais qu'on s'intéresse à une autre nature entre guillemets de points faibles. Manuel, c'est la donnée en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs composantes dans la donnée, objectif, subjectif, tout ça. Éclairez-nous un petit peu justement sur les limites de cette nature. C'est qu'aujourd'hui sur les plateformes digitales, que ce soit dans le sport, c'est très mature d'ailleurs, ou la santé, vous allez avoir un paquet d'informations qui seront subjectives, c'est du déclaratif. Puis après, vous allez avoir des informations qui auront pour but d'objectiver. Donc là, vous allez avoir tout un plateau technique qui va pouvoir intégrer des informations sur une plateforme. Et le problème de tous ces outils, c'est que les données, il va y en avoir beaucoup. Et la force, c'est que des données, il va y en avoir beaucoup. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est organiser ces informations. Oui, c'est la faiblesse et la force. C'est comment on les traite. Exactement. Et pour ça, ce qu'on ne peut pas retirer à cette industrie, c'est que les informations vont être très bien organisées. Pour qu'un coach puisse s'y retrouver, un médecin puisse s'y retrouver. On appelle ça les Patient Monitoring System ou Athlete Management System. Voilà, c'est les deux grands axes pour ceux que ça intéresse. Une fois que j'ai dit ça, la question c'était... voilà. La question c'était sur le point faible et justement, quelle était la... Alors, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Yves, c'était que la partie objectivation, objectivité, va avoir un intérêt pour le professionnel, mais va aussi avoir un intérêt pour le patient, le sujet lui-même, parce qu'il y a toujours le côté ludique de l'objectivité. Donc il va voir que dans son parcours de soins, si on parle de santé, eh bien, il va y avoir une évolution. Alors après, le risque, c'est qu'il n'évolue pas. Mais s'il y a une évolution, ben on sait qu'on prend la bonne direction dans le parcours de soins. Et puis s'il n'y en a pas, eh bien, il faut peut-être revoir la stratégie de traitement. Alors après, de manière un peu plus générale, ce qu'on peut quand même remarquer comme point faible, c'est que c'est aussi dans les zones sous-dotées médicalement, donc sous-dotés en professionnels des santé, qu'on est aussi moins bien équipés. Donc CQFD, comment on s'en sort avec tout ça? Voilà, moi je sais que par exemple, comme je te disais, mettre en place des exercices comme ça à distance. Moi, j'ai des patients alors, je suis dans une petite zone où on a aussi pas mal de personnes qui sont un peu réfractaires aussi à la technologie. Et tu fais comment quoi, avec ces gens-là? Tu es obligé de les mettre justement, de ne pas faire avec eux. Et du coup, tu te retrouves bloqué aussi avec ça. Et puis justement, on est en zone sous-dotée. Donc, comme je te disais, là, le manque de temps. Moi, je sais qu'on perd de plus en plus de kinés là actuellement, surtout dans ma ville. Et on a des patients qui appellent tous les jours. Donc après, on en fait quoi? Comment tu peux? Ça te permet du coup, comme tu disais, de rajouter, donc de voir au moins une personne une fois et de continuer à la maison, c'est ça? Ouais, par exemple, alors que je vais être à l'inverse du thème d'aujourd'hui, c'est qu'on permet aussi, via notre application, de ne pas digitaliser. C'est-à-dire que le programme d'exercice, on peut l'imprimer en PDF. Bon, ok, on est sur de l'hérésie là-dessus, mais effectivement, pour les gens qui sont un peu allergiques à la technologie et qui veulent quand même avoir ça, on n'aura pas de feedback, la qualité du service, du coup, puisqu'on propose des vidéos, est moins bonne, mais c'est quelque chose auquel on a pensé aussi. Mais je rejoins complètement ce que tu dis, Aurélie, là-dessus, sur la problématique la double peine quand on est en zone sous-dotée et en même temps en zone où il y a peu de réseau. Ça fait beaucoup de problèmes. Ça doit être une priorité, je pense, là-dessus, de pouvoir améliorer ça. Après, il y a des outils qui nécessitent moins de bande passante que d'autres. Clairement, pour faire de la vidéo, c'est compliqué. Pour accéder à une appli comme AxoMove ou comme d'autres, on a besoin d'un peu moins des bandes passantes. On l'a créé comme ça aussi. Les vidéos sont très très courtes, prennent peu de bandes passantes et elles tournent en boucle, ce qui permet de ne pas avoir besoin de trop de bandes passantes. Mais je rejoins complètement le fait que c'est une problématique quand on veut avoir de la digitalisation en santé, de pousser ça. De ne pas mettre suffisamment peut-être de moyens, peut-être que les moyens y sont déjà et que ça va mettre un peu de temps, mais voilà, il va falloir aller vers ces zones où on a du réseau pour pouvoir profiter de la digitalisation en santé. Alors, merci encore une fois Aurélie d'avoir
déjà fait la transition vers notre dernière partie qui est de s'intéresser au guide des bonnes pratiques à retenir. Donc, dans cette partie, la volonté, c'est d'ouvrir le débat sur les bonnes pratiques à adopter, car il est intéressant de les rappeler pour les thérapeutes. Et notamment, ces techniques, finalement, elles s'adressent quand même pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas mettre tout le monde dans le même moule. Et est-ce que justement, c'est pas le discernement qu'il faut vous allez avoir des patients réfractaires, d'autres à qui ça va faciliter la vie. Parce que faire des kilomètres pour aller faire sa séance de kiné, si on se dit que finalement on est bien équipé et qu'on gagne du temps plutôt que d'y aller, je veux dire, on réagit pas tous pareil par rapport à ça. Oui, mais alors là, moi, c'est là où je redeviens la réfractaire, c'est que le kiné, pour moi, on a quand même besoin de toucher la personne. Donc, cette personne qui pense pouvoir tout gérer tout seul à distance, moi, je trouve que ça a ses limites. Il faut quand même lui montrer l'exercice. Parce que justement, quelqu'un qui est persuadé de faire l'exercice comme il faut, en fait, si on a un œil aguerri, on se rend compte qu'il va pas faire, justement, il le fait pas comme il faut, il peut se blesser et ça peut justement augmenter après le processus de rééducation. Donc là, moi, j'ai encore besoin de mes mains et encore besoin de toucher. Alors oui, pour des pathologies, peut-être de lombalgie chronique, où effectivement, on est sur une fin de prise en charge où les exercices sont primordiaux, mais pour justement, moi, je continue de masser. Je sais qu'il y a des confrères qui ne massent plus, mais moi, je continue de masser et j'ai besoin de masser mes patients pour voir aussi un petit peu l'évolution. C'est vrai que ce que vous évoquez fait un peu penser au cours collectif de sport où le prof le fait bien, les quelques-uns devant, oui, puis derrière, c'est n'importe quoi. Alors, encore une fois, Pierre-Yves et puis aussi Manuel, comment vous répondez à ça? Parce qu'on n'est pas du tout dans le tout digital quand même, dans ce que vous proposez. Donc, défendez-vous. Non, mais c'est bien. Je me permets, du coup, je vais commencer dessus. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Aurélie. Alors, je ne suis pas du tout un full digital. Je masse aussi mes patients. Je forme en thérapie manuelle. Juste avant, je suis kiné dans un club de water polo là-bas. Et donc, je pratique là-bas la thérapie manuelle et tout ça. Et en plus, sur les exercices, je pense que c'est indispensable de le faire avec les gens, avec ou quand on est là, pour qu'ils comprennent bien l'exercice. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, en France, actuellement, si on veut faire une téléconsultation, un télésoin en kiné, il faut obligatoirement avoir vu les gens au moins une fois en présentiel. Donc, on reste là-dessus. Moi, je pense que ce que ça peut apporter la digitalisation, c'est surtout à partir du moment où on a fait l'exercice avec le patient, qu'il a bien compris quel mouvement c'était, qu'il arrive à le faire correctement, pour qu'il puisse le faire chez lui seul. Je pense que moi j'ai des tas de gens avec qui en fait, c'est ma manière de travailler là-dessus, ils font des exercices qu'ils savent faire très bien à la maison et quand ils arrivent au cabinet, on fait plutôt les exercices où ils sont vraiment borderline. J'ai une population plutôt de sportifs, mais pas que, j'ai aussi mes petits papis mamies adorés. Voilà, on fait l'exercice ensemble. Si c'est bon, on fait valider, vous avez bien compris comment le faire, vous voyez comment le faire. Là, vous pouvez le faire chez vous. Les exercices plus compliqués, on se les garde pour nous ensemble au cabinet. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Manuel, on aimerait bien aussi avoir votre retour d'expérience du coup par rapport à l'utilisation de l'outil, de la solution, je dirais dire plutôt des solutions, puisque vous, si j'ai bien compris, le métier de Gaytop, c'était de fabriquer les algorithmes derrière pour répondre. Alors quand on a préparé cette émission, on a évoqué tout un tas d'exemples. Je crois qu'on ne pourra pas tous les développer sur ce plateau, mais merci de nous rapporter les plus significatifs. Déjà, j'aimerais simplement répondre et rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est vraiment intéressant et quelque part, ça confirme le chemin que Gaytop peut prendre. C'est que l'idée, on ferait tous fausse route à se dire la digitalisation remplacera les professionnels, parce que c'est faux. Au moins, on est tous d'accord là-dessus, c'est déjà une bonne chose. Oui, alors peut-être que ça arrivera un jour, mais on sera peut-être plus pas dans métier. ce non, ça sera plus le même métier. En tout cas, il y a du travail. Pour prendre l'exemple d'un scanner IRM, si vous scannez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites des résultats? Il faut de toute manière un professionnel pour pouvoir aiguiller les sujets. Pour en revenir à la question de base, si j'ai bien compris la question, c'est qu'est-ce qui est fait avec la technologie, les algorithmes. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord un petit peu le retour d'expérience, c'est-à-dire à la fois l'acceptabilité, l'utilisation, et puis de citer des exemples, parce que peut-être que pour nos auditeurs, c'est intéressant de voir des applications concrètes de ce que vous développez. Alors, je vais en donner deux, si j'ai le temps, bien sûr. Voilà. La première, qui est pas en la faveur de la technologie. Il y a une étude qui a été faite avec nos capteurs et nos algorithmes.
pour savoir s'il y avait une population de personnes qui avaient la tendance à chuter régulièrement. J'ai plus les échelles en tête, ou c'était une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, je sais plus. Et il y a une étude qui a été menée pour savoir qu'est-ce qui était le marqueur de chute. Donc on s'est dit qu'avec des capteurs, les sujets oublieraient le capteur et ils pourraient faire les mesures et on pourrait voir ce qui se passe. Sauf que l'échec vient du fait qu'ils savaient les sujets qui étaient mesurés et ils n'ont pas chuté. Sur 30, il n'y a pas eu une chute sur toute la durée de l'étude. Donc c'est un échec. Voilà. Donc rien que de savoir qu'on est mesuré, déjà on change son comportement. Le deuxième, qui est un petit peu différent, c'est dans le sport cette fois, aux Jeux Olympiques de Tokyo. On a réussi à intégrer des algorithmes pour un projet, pour évaluer des algorithmes de montres, pour évaluer les temps de contact au sol des coureurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur un marathon, on parle du mur des 35 km. Et le mur, on peut le visualiser. Ah oui. Voilà. Donc, avec la variabilité qui va avec. Ah, super intéressant, ça. Et ça, si vous voulez, à partir du moment où vous savez que vous êtes proche du labo, vous pouvez commencer à travailler dessus de manière significative. Et encore une fois, l'athlète lui-même, alors les athlètes se connaissent très bien, mais l'athlète lui-même ne saura pas quelle orientation prendre, alors que le professionnel, lui, il sait déjà. Bien sûr. C'est passionnant. Moi, j'aimerais bien qu'on continue à développer plein d'exemples. Par contre, l'heure tourne et finalement, je vais faire un petit tour de table de conclusion avec vous tous, peut-être pour essayer d'évoquer quelle perspective d'évolution, d'amélioration, de développement est-ce qu'on peut arriver à se projeter? Alors, je ne sais pas s'il faut se projeter en 2030, 50, mais comment voyez-vous l'avenir du digital? Alors vous, on a compris, il faut d'abord la fibre et après on en reparle. Donc une fois que vous l'avez, on va vous faire venir. Votre conclusion, Aurélie? Non, mais moi je trouve que le projet de Pierre-Yves, c'est très intéressant parce que justement, souvent, moi, quand par exemple pour des prothèses de hanche, avant on donnait des petits livrets avec les mouvements à ne pas faire. Ça se fait plus du tout. Et du coup, je recherche régulièrement sur Internet ces petites choses. Ou alors, voilà. Et là, du coup, je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir enfin une bibliothèque, quelque chose, un gain de temps. Oui, et puis avec des vrais humains, quoi. Parce que c'est vrai que la Sécu avait essayé de faire une application là, pour bouger, mais faut laisser aux professionnels faire. C'était catastrophique. C'était des petits schémas où on ne comprenait pas grand-chose. Donc c'est bien qu'il y ait des kinés qui fassent les choses comme il faut. Eh bien, merci beaucoup. Et nous sommes ravis du coup de faire les présentations. Du coup, ça vous donne directement le micro, Pierre-Yves, parce que vous avez vu, vous n'êtes pas venu pour rien. Vous avez fait la conquête. Alors, peut-être quelque chose que vous n'avez pas précisé non plus, c'est que dans votre développement, vous permettez d'utiliser. On n'est pas obligé de s'abonner tout de suite. On n'a pas parlé des modalités d'abonnement aux formules, parce qu'en fait, c'est le kiné qui va du coup les acquérir pour les proposer à ses patients. Mais il y a quand même une gratuité d'essai comme pour d'autres domaines. Exact, je suis très mauvais commercial, je ne vais pas du tout parler de ça. Donc oui, si vous voulez... On mettra les liens sur le site. Si vous voulez essayer, il y a 15 jours gratuits avec l'application complète. Au moment où vous l'avez sans piège, on ne rentre pas la carte bleue à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup, et moi je suis assez d'accord aussi sur le fait d'avoir des vrais humains. Au-delà des vrais humains, sur les vidéos, on a nous systématiquement des vrais patients. C'est-à-dire qu'on a des vidéos pour des amputés, on a des patients amputés, on a des patients neurologiques, on va avoir des enfants dessus, pour que les gens puissent se représenter à la fois eux-mêmes le handicap tel qu'ils le voient à l'écran et la difficulté que c'est de le faire aussi. Si je reviens sur le bilan... Très rapidement, très rapidement. Très vite. Oui, très vite. L'humain ne sera pas remplacé et il faut garder le digital comme étant un outil pour les thérapeutes. D'accord. Alors, non seulement vous n'êtes pas commercial, mais en plus, avec votre vidéo figée, c'est vrai que c'est pas une très bonne pub pour les vidéos. Donc, on sait qu'elles sont beaucoup mieux, mais là, c'est quand même pas de chance. C'est la première fois que ça arrive, mais c'est avec nous. Bon, c'est amusant en même temps. Manuel, je vous laisse le mot de la fin sur les perspectives. Vous travaillez finalement sur plein de projets du futur. Donc, l'avenir, l'évolution, la digitalisation. Alors, l'avenir peut être radieux. Après, le risque, c'est que le portefeuille de solutions proposées, plus ou moins fiable, détourne les professionnels de ces technologies. Donc, il y a des risques, il y a des opportunités, des risques.
Eh bien, merci à tous les trois pour votre participation. Aude a dû nous quitter. Donc, je remercie nos auditeurs de nous avoir suivis, les équipes d'Ouvrez l'œil qui nous permettent la réalisation pratique, celle de Clinique Médicosport avec qui nous préparons les émissions. Il me reste à vous annoncer le mardi de la santé. Donc, nous retrouvons dans 15 jours pour parler d'un autre sujet que j'ai perdu. Et eh bien, ça sera pour... nous parlerons dans 15 jours des majors médicales comme structure du futur pour revenir sur un redimensionnement des espaces de prise en charge en santé, donc sujet tout autre. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée, mais ne partez pas parce qu'à présent, la soirée n'est pas terminée puisque vous pouvez rejoindre l'atelier d'échange que vous propose l'équipe de l'UNIM. Et restez connectés et bon atelier et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Merci à tous, bonsoir. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.